Bonjour, bienvenue à ce dernier balado, et oui déjà, de la série Mais pourquoi au fait? Donc on a introduit depuis les dernières semaines plusieurs thématiques de sujets d'actualité, généralement autour de la biodiversité. Et aujourd'hui, bien, c'est le temps de conclure un peu tous ces chapitres, de récapituler finalement tout ce qui a été proposé et les pistes de solutions, de conscientisation peut-être, et vous proposer les prochaines étapes qui, selon moi, sont nécessaires. Donc moi, c'est Vanessa Vira, je suis chargée de projet en environnement et biologiste pour la firme Nord Astello. Et aujourd'hui, la question du jour est pourquoi est-ce que c'est l'affaire de tous? Et pour changer un petit peu, parce que c'est un balado un peu différent, sûrement un peu plus long, en tout cas on verra, c'était le manifeste pour l'écologie du chanteur will.i.am, donc je ne suis pas particulièrement fan de cet artiste, mais en 2007 déjà, il lançait un SOS désespéré avec cette chanson, son hymne à la nature, SOS justement, Mother Nature. Donc c'est un peu ça, ça fait des décennies qu'on lance des alarmes, des cris d'alerte et qu'on n'observe pas réellement de progrès significatifs malheureusement. Et à l'occasion du Forum économique de Davos qui a eu lieu du 25 au 29 janvier 2021, la table a été mise de suite par la présidente Ursula von der Leyen. Si nous n'agissons pas de toute urgence pour protéger la nature, la prochaine pandémie sera au coin de la rue. Donc dans son viseur, elle avait bien sûr le sommet sur la biodiversité, la COP15, qui doit se tenir à Kunming en Chine l'automne prochain, afin, on l'espère, d'avoir un pacte d'envergure pour protéger la biodiversité. Parce que, juste pour rappel, les 20 objectifs d'AIJ qui ont été fixés, établis en 2010 pour la préservation de la biodiversité, n'ont aucun n'a été atteint. Ça a été un échec collectif lamentable. Vraiment décevant et même au-delà de ça, je dirais plutôt inquiétant. Parce que, je ne veux pas vous transmettre mon éco-anxiété là, mais juste réaliser, faire de vous des éco-réalistes. Oui, la situation est grave. Oui, il est urgent d'agir tous ensemble. Et cette urgence environnementale, là, elle ne se réduit pas à l'urgence climatique. Elle va bien au-delà. Ça ne veut pas dire que l'urgence climatique est secondaire, loin de là, mais je vous référerai au dernier rapport, Global Risk Report de la World Economic Forum, justement, pour bien identifier tous les risques auxquels on est exposé. Les environnementaux sont bien entendu les plus importants. Pourquoi c'est l'affaire de tous ? Je vais y revenir, mais j'ai hésité. Pourquoi devons-nous tous travailler ensemble? Pourquoi nous adapter pour survivre, tout simplement? Ça aurait pu être aussi pourquoi c'est le temps d'arrêter de niaiser. Parce que c'est vrai, on en connaît des solutions. Comment convertir la volonté en action? Je vais vous rappeler quand même rapidement les plus grands défis. On a un manque de compréhension du sujet. Les interrelations de la biodiversité, les relations de la biodiversité, c'est encore pas très bien connu. On manque d'expertise généralement à l'interne. Par ailleurs, il n'y a aucun outil fiable pour mesurer la valeur du capital naturel. On a aussi une disponibilité limitée des données, des métriques, pour construire des bons indicateurs par exemple. On a, ça c'est un manque que j'ai rappelé souvent, un manque criant d'encadrement légal aussi. Et c'est difficile, parmi tout ça, de savoir comment s'y retrouver, comment démarrer, tout simplement, parce que y a une mer d'initiatives qui sont offertes et on est encore dans un marché qui est malheureusement centré sur la productivité et donc très compétitif. Alors fondamentalement, il faut changer tout ça, le fonctionnement. On en connaît les problématiques depuis plusieurs décennies, mais comme je le disais dans l'introduction, on n'a pas vraiment de progrès significatif. Alors comment réellement placer la biodiversité au cœur des décisions? Bon, déjà, ça prend des ressources en biodiversité. Dans chacune des institutions, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques,
pour favoriser l'échange, ça nous prend des experts. Ça, ou en écocompatibilité, au niveau des cahiers, des suivis, pour avoir un échange qui est fluide et qui est compréhensible de part et d'autre. Ça passe aussi par la sensibilisation. C'est un petit peu le but de ces capsules, mais au-delà de ça, dans l'éducation. Il faut, pour pouvoir prendre soin de la nature, la comprendre. Donc l'éducation, au sens large, est beaucoup plus grand, la justice et l'équité sociale. On a également besoin, en fait, il ne faut plus être orienté sur l'argent. Bref, l'incitatif économique, ou même politique, c'est-à-dire toutes les décisions partisanes ne doivent pas être le moteur des décisions, mais seulement et exclusivement le capital naturel et le gain en nature. L'autre point, c'est d'avoir une vision globale. Ça, c'est évident, une vision globale de la biodiversité, j'entends. Pas seulement raisonner comme on le fait trop souvent à l'échelle d'une espèce, mais bien l'ensemble de toute la complexité des systèmes naturels, parce que c'est pas juste bon de raisonner, même si le statut est précaire, par exemple. L'autre point, c'est nos structures qui sont de haut en bas ou de bas en haut. Ça ne marche pas. L'agent du ministère n'a pas la même compréhension, la même vision d'un écosystème que son résident, par exemple. Comme le disait Marie-Victorin, la nature revêt les yeux qu'on a finalement. Donc on n'a pas tous les mêmes priorités, les mêmes enjeux. Et pour ça, il faut des institutions qu'on appelle polycentriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît plusieurs centres de décision. Et toutes les connaissances, toutes les perspectives à tous les niveaux et des différents organismes vont être pris en compte. Et ce, avec le même poids. On veut au niveau des communautés, des individus, que tout soit concentré et qu'il y ait une cohésion, une concertation, une bienveillance dans l'écoute et que celle-ci soit égale. Quand je disais du même poids, il arrive très souvent que oui, tout le monde soit représenté autour de la table, mais bizarrement, il y en a un ou deux qui ont plus de poids, qu'on écoute plus quand ils parlent. Non, quelque chose d'équitable encore une fois. Un autre point sur lequel on pourrait largement se prononcer, mais c'est d'arrêter de raisonner sur la base du zéro perte nette. Ça y est, c'est l'ancien temps, il faut aller au-delà de ça. Déjà, juste zéro perte nette implique des pertes. Donc, et éventuellement un système de compensation qui a été éprouvé depuis plusieurs temps. On a pensé au départ, mais ça y est, c'est révolu. La compensation n'est normalement que le pire des scénarios. Il faut éviter, il faut minimiser dans la séquence et éventuellement compenser. Pourtant, c'est la plupart des projets traditionnels qui ont recours à cette option qui, en plus, au niveau du suivi, est très difficile à assurer. Donc, elle ne marche pas tant que ça. Donc ça, c'était toutes les actions qu'il faut, entre autres, mettre en branche. Mais ce qu'on veut avec tout ça, c'est, je l'ai dit, éviter de raisonner par rapport à un coût monétaire. C'est un petit peu drôle de dire ça, parce qu'en même temps, pour essayer de faire valoir la valeur de la biodiversité, on veut lui attribuer, on veut un peu l'instrumentaliser en lui accordant une valeur. C'est ça qu'on fait parce que c'est le langage que l'on comprend. Et c'est totalement dommage parce que la valeur intrinsèque de la nature, elle va bien au-delà. Au niveau moral même, elle est bien plus grande. Je veux dire, elle est juste nécessaire à notre propre survie. Alors, je ne dis pas que c'est la faute de l'économie, là, en fait, c'est la façon dont on a choisi de pratiquer et de nous retrouver finalement en marge, de s'émanciper de la nature et de nous trouver en marge de cette nature. Mais c'est sûr que nous, là, en tant qu'individus, on a aussi un rôle, on est partie prenante de ce système. Et pour ça, c'est sûr que sans une réelle connexion, une réelle affection envers la nature, c'est dur de jouer un rôle. Souvent, les gens ont perdu la connaissance, la compréhension, la sympathie même pour le monde naturel et ils le traitent mal à cause de ça. Ils ne vont pas réellement demander aux politiciens d'en prendre soin non plus. Donc on a un rôle à jouer en tant qu'électeur, on doit être juge, à la fois juge et jury en fait, de nos propres actions. Et pas plus tard qu'aujourd'hui sortait un article dans Le Devoir sur à quel point, par exemple, je vous dis, un régime végétarien, en fait végétalien, peut avoir un impact significatif sur la sauvegarde de la biodiversité.
Je vais vous citer quelques chiffres qui vont vous faire réaliser quand même à quel point c'est important l'élevage. On a 80% des terres agricoles qui sont utilisées à travers la planète pour l'élevage. Juste en Amazonie, c'est 75% de ces vastes et riches régions qui ont été perdues au profit de la production animale. Les animaux d'élevage représentent 60% des mammifères sur la Terre. Juste nous, là, les humains, soit dit en passant, on représente environ 36% de la masse des mammifères. Donc, on peut avoir un impact et ça passe par notre bon vouloir de faire quelque chose, ça c'est évident. Alors comment commencer ? Il faut commencer quelque part, c'est sûr. On sait que le coût de l'inaction, il est supérieur au coût de l'action. Bon, on ne met pas ça en question. Et on ne veut surtout pas atteindre le point de clivage finalement où l'humain, lui, il sera juste plus capable, il n'aura plus la latitude pour réparer ses erreurs. La certitude qu'on a, c'est que tous les domaines doivent changer, profondément, radicalement. Et pour ça, il faut se doter d'un plan d'action qui va identifier les enjeux, en fait les impacts d'abord sur la biodiversité, les enjeux, voire les opportunités, parce qu'il y en a toujours et systématiquement. Et ensuite, on peut avoir une vision avec des objectifs clairs, spécifiques, qui sont fondés sur la science. Pas des mesures là, larges et inatteignables, comme on est tous un peu champions à faire, et qu'on n'atteint pas parce qu'elles ne sont pas claires. Les projets qui se démarqueront, les projets les plus résilients, les compagnies les plus résilientes et les plus durables, seront celles qui arriveront à mettre en pratique ça. Donc, pro-nature, qui mettront la biodiversité réellement au cœur de la biodiversité en appliquant ces plans, et c'est pas rien, qui auront la meilleure écoute. Parce qu'il faut avoir une très bonne écoute pour entendre une nature qui est silencieuse et invisible. Donc oui, une écoute par rapport à la nature, mais aussi une écoute par rapport à toutes les parties prenantes. C'est une question profondément humaine finalement, parce que c'est notre faculté à démontrer notre humanité qui va nous sauver. Autrement dit, les grandes qualités de l'humain sont celles qui nous sauveront de nos plus grands vices, comme la cupidité, la puissance. Et c'est pas moi la seule à le dire, à son entrée en fonction, Joe Biden parlait d'unité. Même François Legault l'a introduit il n'y a pas si longtemps. On a besoin de cette cohésion entre nous. Il y a un rapport qui a été émis là, au début janvier 2021. Bon, c'est plus de 660 pages, mais il y a une version abrégée d'une centaine de pages, le Dasgupta Report, qui est donc un chercheur de l'université Cambridge, M. Dasgupta, qui a travaillé là-dessus avec son équipe depuis les 2 dernières années. C'est The Economics of Biodiversity. Je vais mettre la référence, encore une fois. C'est très bien écrit, c'est très juste selon moi, clair. On a encore une fois les enjeux qui sont très bien identifiés, les défis, des pistes de solutions aussi parce qu'on les connaît. Et d'ailleurs, il parle de l'indicateur que j'ai introduit dans le dernier balado, le Global Biodiversity Score de CDC Biodiversité, comme un indicateur très prometteur, notamment. Il parle de plein d'autres choses. Ça a une perspective aussi philosophique parce que c'est aussi ça. Et je vous encourage vraiment à le consulter. Donc les institutions, leur fonctionnement doivent être complètement, radicalement en fait revisitées parce qu'elles sont mal adaptées. Et puis on le sait, si on est mal adapté, on ne survit pas. Voilà, c'est simple. Donc nos institutions, encore aujourd'hui, cautionnent plus souvent qu'autrement nos excès. En fait, elles les encouragent carrément en creusant l'écart entre ce que nous pensons qui est possible et finalement les capacités limites, les capacités réelles de la planète, afin de répondre à nos demandes. Parce que nous, les humains, on est malheureusement super bien capables de justifier toutes nos contradictions, toutes ces actions, ces besoins qui sont pourtant complètement incompatibles avec notre survie. On a beaucoup de facilité à le faire. Et quand nos demandes ne sont pas très coûteuses, là, on arrive à rationaliser le tout. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que c'est bien beau de dire un site sacré ou quoi que ce soit, mais si on n'y croit pas vraiment, là, si on ne le défend pas ardemment comme souvent les peuples autochtones et tout, on va trouver une façon de détourner pour pouvoir détruire le capital. Et c'est ça qui est, entre autres, aussi un défi majeur et une faille. On devrait reconnaître un droit à la nature. Je l'avais introduit dans le premier balado, je le resoumettrai. Lisez Le Dernier Caribou de Michel Leboeuf. Il expose très bien
ce qu'il peut y avoir comme avantage, mais aussi inconvénient avec une approche en faveur des droits de la nature, comme ça a été fait en Nouvelle-Zélande avec le territoire Te Uriwera. Donc, je ne développerai pas aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas abordé le problème de la bonne façon, en raisonnant en termes de coûts monétaires. Combien ça va me coûter, hein? Qu'est-ce que ça va me rapporter? J'entendais encore Jean-François Gosselin intervenir ce matin dans une entrevue, mais où les citoyens sont insatisfaits, ils ne savent pas où vont leur argent, c'est vrai, et en même temps, il faut passer à autre chose. C'est plus le temps de se poser ce genre de questions. La seule et réelle question, c'est est-ce que c'est bon pour l'environnement? Est-ce que c'est bon pour mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir améliorer, apporter une plus-value à la biodiversité? Et ça, c'est de l'individu au gouvernement, en passant par les institutions financières et les entreprises. Donc on a une seule nature, et c'est à nous qu'appartient d'écrire le futur. Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on en a des solutions. On sait comment faire. Mais ça ne suffit pas. Et c'est la mauvaise nouvelle, il faut y croire et il faut le vouloir. Tendons-nous la main, écoutons-nous, aimons-nous. Oui, je vais jusque-là parce que je suis persuadée, mais sincèrement persuadée, que ça fera toute la différence. Et j'achèverai aujourd'hui avec une phrase de cœur d'une grande dame, tant qu'à moi, Madame Jane Goodall. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. Donc, ce que vous faites fait une différence, et vous avez à décider quel genre de différence vous voulez faire. Je vous laisserai aussi avec les paroles qui ont résonné depuis sa sortie en 2011 de la chanson de Ben Harper, Excuse me, Mister. Je vous laisserai investiguer les paroles si elles résonnent en vous comme en moi à l'époque. Je vous dis amicalement vôtre et surtout au plaisir de mettre en place ensemble des solutions pour la nature. Excuse me, mister, but is that natural oil in the sea? And the